Bonjour à toutes et à tous. Добрый день, здравствуйте. Рад вас приветствовать в Российском центре науки и культуры в Paris. Comme d'habitude, je tiens à m'adresser à nos spectateurs francophones pour signaler que la fonction de l'interprétation simultanée est opérationnelle pendant cette conférence. Donc, vous trouverez des boutons en bas et à droite de l'écran derrière le petit globe qui vous permettent de faire la sélection entre la chaîne russe et française. Donc, restez avec nous. Дорогие друзья, наша Chers сегодняшняя... amis, notre rencontre d'aujourd'hui en ligne est spéciale. Tout d'abord, elle se déroule le jour de l'anniversaire d'Ivan Bounin, lorsque nous commémorons le 150e anniversaire du grand écrivain. Mais ce n'est pas que ça, mais aussi, dans cette rencontre, prend part aujourd'hui le célèbre professeur français René Guérin, qui est également un grand événement culturel. Il est à noter que M. Guérin est une personnalité exceptionnelle, docteur en philologie, slaviste, avec la maîtrise de la langue russe impeccable, critique littéraire, collectionneur, conservateur du patrimoine russe à l'étranger. Il a la plus grande collection des œuvres de nos artistes, de nos poètes et écrivains de la première vague de l'immigration russe, qui est le résultat du travail compliqué pendant des temps assez difficiles. Le scientifique et le collectionneur, il est un invité public qui n'est pas habitué, même dans les institutions officielles en France. De la part de mes collègues du CRSC et de moi, personnellement, en mon nom, permettez-moi de vous exprimer ma reconnaissance, cher monsieur le professeur, pour votre confiance et l'honneur. J'espère que ce n'est que la première pas à nos projets communs et à notre coopération avec vous. Avant de passer la parole à notre modératrice de ce projet, spécialiste en art, Tatiana Baresheva, je tiens à attirer votre attention à la langue russe impeccable de notre invité français. Je vous invite à découvrir sa richesse. Et je vous invite à poser des questions à M. Guérin. N'entendez pas. Posez vos questions dans le chat de notre rencontre en Zoom. Permettez-moi de vous saluer de nouveau et de souhaiter à tous les participants de conversations intéressantes et de bonnes impressions de cette rencontre. Merci beaucoup, Konstantin Mikhailovitch. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Monsieur Guérin. Je souhaiterais commencer notre rencontre par la citation de Anton Tchekhov. Il sera un grand écrivain. Dites-le lui de ma part. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas par hasard que je commence cette rencontre par la citation de notre autre grand écrivain, Anton Tchekhov, parce que Tchekhov et Bounine étaient de vrais amis, ce qui en effet n'arrive pas souvent entre des personnalités comme ça. D'abord, ils ont fait leur connaissance par correspondance, mais en 1995, ils se sont rencontrés en présentiel à Moscou. Et cette amitié durait jusqu'à la mort de Tchekhov. Et Anton Tchekhov a eu un grand respect envers l'œuvre de Bounine. Et je souhaiterais citer Tchekhov lorsque, dans l'une des conversations avec Bounine, en faisant une petite blague pour comparer les œuvres des deux écrivains, je cite il se ressemblait comme un lévrier et un chien coureur. Jamais je n'aurais pu voler un seul mot. Vous êtes plus brusque que moi. Voilà, vous écrivez. La mer sentait la pastèque, c'est exquis. Mais moi, je ne l'aurais pas formulé ainsi. Et, Monsieur Guérin, donc, avec ces citations, je souhaiterais faire une préface pour ma première question. Ma première question est, lorsque vous avez découvert pour l'instant, pour la première fois, l'œuvre de Bounine et pourquoi elle vous a étonné tellement?
Tout d'abord, je tiens à exprimer ma reconnaissance à M. Konstantin Volkov, directeur du Centre de Russie pour la science et la culture, pour cette invitation. Pour moi, c'est un honneur et une joie inattendue. Et maintenant, je réponds à votre question. Je vous dirai, la première fois, j'ai découvert les livres d'Ivan Bunin il y a plus de 50 ans. Et je vous explique quand et comment. J'ai grandi dans les lieux qui sont liés à Ivan Bunin. Il y a 5 ans, pour la revue Ozerki de Bunin, j'ai rédigé un article qui est intitulé « René Guérin, j'ai grandi dans les lieux de Bunin ». Et c'est vrai. J'ai vu les premiers livres de Bunin, L'amour de Mitya, et aussi quelques poésies, pas loin de la ville de Graz. J'ai grandi dans la ville de Cannes, malgré le fait que ma famille et mes proches soient de Nice, mais moi j'ai grandi à Cannes. Et un jour, mon professeur de la langue russe, ma enseignante, qui était ma mère, je pourrais dire spirituelle, elle m'a invitée. Elle habitait à Mougins, il se trouve entre la ville de Cannes et de Graz, pas loin de la route napoléonienne. Et c'est ce chemin-là que Bunin a suivi pour se baigner ou rencontrer ses collègues littéraires. C'est ainsi que pour la première fois, j'ai découvert pour moi les livres de Bunin chez mon professeur. Je n'avais que 13-14 ans à l'époque. J'ai jeté un coup d'œil. Je les ai vus sur une étagère. Je ne savais pas à cette époque que ma professeure de russe était une poétesse très connue et elle était une amie de Bunin. Et puis, j'en ai pris conscience. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici comme le critique littéraire, non plus comme le connaisseur de Bunin, mais comme la personne qui peut témoigner sur cette époque-là. Le fait est que moi, je suis la seule personne française, slaviste, qui, malgré tous les tabous, qui étaient des amis avec des dizaines de poètes, des artistes, des personnalités intéressantes, proches à Bunin. Pour moi, c'est un devoir pour rendre hommage à Bunin. Ce n'est pas juste par hasard. Parce que moi, j'appartenais à ce cercle des amis très proches de Bunin. Donc, parmi ces amis, tout d'abord, Boris Zaïtsev, qui a rédigé une thèse en 1967, et puis à Sorbonne, c'était mon tuteur. Adamovitch, critique, poète, qui a été très apprécié par Ivan Bunin. On était des amis. J'ai rencontré Adamovitch à Paris et à Nice, comme Bunin à l'époque. Et il est enterré au cimetière russe. Moi également, j'ai fait connaissance avec Vladimir Veidle. On était également des amis et on était très proches. Et il m'a légué ses droits d'auteur et toute sa bibliothèque et ses archives personnelles. Je l'ai rencontré plus de dizaines de fois dans le 16e arrondissement. Je vous dévoilerai plus de détails après. À partir des années 1970, j'ai fait connaissance tout d'abord à Madame Galina Kuznetsova et Margarita Stepun. J'ai été très chaleureusement accueillie par les deux.
Mais j'ai une recommandation, en effet, c'était la lettre de Boris Zaïtsev et la lettre de Taubert. Vous voyez, c'est un cercle très intime, un petit cercle intime. Et aussi Irina Odoevtseva, auteur de Souvenirs au bord de la Seine, puis d'après au bord de Neva. En 1967, comme je vous ai évoqué, j'ai rencontré Boris Zaïtsev, mais aussi Leonid Zorov, qui a vécu pendant longtemps chez Bounine. Il a habité dans l'appartement qui se trouvait à 1 rue Offenbach, à Paris. On est allés tous les deux au cinéma. On se promenait, on était ensemble dans de petits cafés à Montparnasse. Puis nous avons fait connaissance à Paris grâce à Irina Odoevtseva, qui était le rédacteur en chef d'une revue russe importante, publiée à New York, Novaya Ruskaya Slovo, nouvelle lettre russe. Il a été élu en 1933, qui était presse attachée après donc, des événements d'attribution à Nobel. Et c'est lui qui l'accompagnait Bounine à Stockholm. Je connaissais une autre personne qui a vécu dans la ville de Grasse. Déjà pendant la guerre, depuis plusieurs années, il habitait Villa Annette, un grand critique littéraire qui est déjà devenu fameux à Berlin, Bachrach. Et il a écrit des souvenirs intitulés un peu bizarrement. C'est Bounine en peignoir, mais bon, je ne vais pas donner des commentaires là-dessus. Je connaissais aussi Yuri Terapan, aussi mon ami très proche, Irina Odoevtseva, puis la poétesse Chervinska. Et il n'y a pas longtemps, dans mon livre, j'ai trouvé une invitation à sa performance au Conservatoire Rachmaninov. Et en effet, c'est Ivan Bounine qui l'a présenté au public. Moi, j'ai trouvé cette invitation il n'y a pas longtemps, lorsque la préparation de mes articles. Elle était chez moi, j'ai plusieurs photos pour vous montrer. Je pourrais après vous justifier. Il y a des gens qui disent René Guérin, elle invente tout, mais je pourrais tout justifier. Puis, aux États-Unis, j'ai rencontré Nina Berberova. Elle a vénéré Bounine. Puis, je vous disais à propos de Taubert, mon enseignant de russe qui a enseigné les langues russes au lycée russe, Znaïda Tchakovskaya, et son frère, un archevêque, un Tchakovskoy. On a rédigé ensemble un livre, puis Sofia Kregel, puis Moraviova Loginova, une artiste peintre qui habitait à Grasse, puis encore Julia Bodanin, qui était la muse de Vladimir Nabokov, et j'ai toutes les lettres d'amour de Nabokov à Julia. Il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé un livre qui lui a été offert par Bounine. Et il y a une dédicace là-dessus qui nous dévoile tout. Il a vraiment adoré. Puis Kadranskaya, une écrivaine que je connaissais également, Cherchoun, artiste peintre, mais aussi écrivain.
Aujourd'hui, c'est une personnalité mondialement connue. À sa demande, j'ai écrit un livre en 1974. Moi, j'ai été modeste, je ne comprenais pas pourquoi j'aurais dû le faire, mais et j'ai été étonnée lorsque, dans la revue Les Nombres, en 1933, à Paris, il y avait 10 éditions. Et suite à l'attribution du prix Nobel à Bounine, l'allocution de bienvenue dans cette revue, c'est de Chachoun qu'il a rédigé. Et il était un très bon ami de moi. Et j'ai un livre de Bounine avec la dédicace de Chachoun. Puis le prince Nicolas Balensky, qui a rencontré Bounine dans la ville de Grasse. Malgré le fait qu'il ait 16 enfants, mais il m'a offert des livres qui ont été donnés par Bounine, parce que Bounine connaissait très bien ses parents. L'un de ses parents était gouverneur en Russie centrale. Et là, dans ce livre, il y a une poésie écrite par la main de Bounine. Et Merezhkovsky est docteur de Bounine qui l'a suivi après la guerre. Il y a beaucoup de choses curieuses et intéressantes et c'est eux qui m'ont transmis cette information. Tout le monde l'ont respecté et adoré. C'était une vraie admiration. Ils avaient toujours, ils ont rendu toujours hommage et ils avaient une mémoire gratifiante de Bounine. Pour nous, c'était un vrai honneur d'entourer un grand écrivain russe, le dernier classique russe. J'ai écrit plusieurs articles sur Bounine. Et pas uniquement devant Bounine comme écrivain, mais aussi comme personnalité, je m'incline. Grasse, j'ai été là-bas plusieurs fois. À l'époque, c'était la maison russe. C'était, si je dirais de manière d'émigrer, c'était la maison pour des personnes âgées, pour les pensionnaires. Il y avait des officiers de l'armée blanche, de l'armée de Tsar. C'était mon environnement, c'était mes amis. Le mari de mon enseignante était de Staré Oskol. Et lorsque j'ai été dans cette ville, Staré Oskol, moi j'ai été très bien accueillie par le gouverneur. Son père était une vraie personnalité, l'officier de l'armée blanche. Il s'est marié en 1936. Et Белграде. Они познакомились во время гражданской войны, когда ей было там 16-17 лет. Ну вот, и ей повезло, иначе она бы застряла. Et donc, elle a eu de la chance parce qu'après, il y a eu la guerre. Donc, en deux mots, bien sûr, tous ces endroits liés à Bounine, je dois dire que ça m'a toujours fasciné parce que Bounine, ça a toujours été l'homme du monde. Il l'a prouvé. C'était un Européen russe. Il aimait voyager, tout d'abord. Et même avant la Révolution, avant la Première Guerre mondiale, il a toujours aimé voyager. Et il aimait beaucoup l'Italie. Il a souvent visité Capri et il a rencontré Maxime Gorki avant la Première Guerre mondiale. Mais Bounine a choisi la France. Pourquoi? Il avait visité la France plusieurs fois avant la guerre civile, avant la Grande Guerre. Et ce qui me fascine, il adorait le sud, le midi, les Alpes-Maritimes. Et il a souvent écrit Alpes-Maritimes en français. Et effectivement, il a choisi
et ce n'était pas un hasard. Et ces îles les Reins, ces vues, ces belles vues l'ont fasciné. Et il y a des albums de photos qui existent, mais tout n'a pas été publié. Il a souvent visité Nice, il est allé à Nice où il a rencontré son ami écrivain Marc Aldonoff. Ils étaient amis et il est mort à Nice et il a été enterré à Nice. Il l'a rencontré là-bas à Domovitch. Et je sais où c'est, je l'ai rencontré aussi à Paris et à Nice. Et c'est étonnant, mais en même temps, ce n'est pas étonnant. Et bien sûr, cela montre non seulement le goût de Bounine, et justement, ces endroits qu'il adorait, Bounine, il était comme sous hypnose. Et c'est sur ces endroits qu'il a écrit, dans ces endroits qu'il a écrit ses chefs-d'œuvre. Et peut-être qu'il y aura une question sur cela. Il a fait le bon choix, mais en même temps, il n'avait pas trop le choix. Hein. Donc, c'est une personnalité unique. Et souvent, on se demande pourquoi il est parti, mais parce qu'il a compris la situation lors de la guerre civile. Et il était dans le sud de la Russie, puis il a pris un bateau français et il l'a bien fait. Il n'a pas eu trop le choix. Il n'a pas écrit sur cela. Et je répète, est-ce qu'il aurait pu écrire en Union soviétique ce qu'il avait écrit en exil? Bien sûr que non. En plus de ça, il est mort à 83 ans. Est-ce qu'il aurait vécu si longtemps? Non. Je ne suis pas sûre. On peut dire la même chose sur Alexandre Benoît. Il avait 90 ans. Mon ami Dmitri Bouchen est mort à 100 ans. Et Lunacharsky, en 1925, lui avait conseillé de partir. Et beaucoup de ceux que je connaissais, tout le monde ne comprenait pas qu'il fallait partir. Et en ce sens, Lunacharsky a joué un rôle positif. Il a prévenu beaucoup de monde, Benoît, entre autres, qu'il ne fallait pas rester. Mais les faits sont têtus, vous savez. Bon, il y a peut-être d'autres questions, excusez-moi. C'est très intéressant, Monsieur Guéra. Merci infiniment. Et justement, vous approchez de ma deuxième question. Comme disait Monsieur Bounine, au début de 1920, Bounine, avec sa femme, Vera Muromtseva, partent, quittent la Russie et viennent en France. Et voilà ma question. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'émigration a sauvé Bounine? Vous avez justement commencé à aborder ce thème de ma deuxième question. Bien sûr, l'émigration a sauvé Bounine. Et non seulement Bounine, elle a sauvé tous ceux qui avaient fait ce choix difficile, mais je dirais en tant que Français qu'ils n'avaient pas trop le choix, vous comprenez. Quand quelqu'un est intelligent, par exemple, son ami Boris Zaïtsev est parti plus tard, mais il avait eu le temps de connaître la prison à Lubyanka avant, et il est parti plus tard. Et donc, il est parti parmi les premiers. C'est tout à son honneur. Et non seulement l'immigration l'a sauvé, mais cela a été une chance, non seulement pour lui, mais pour la littérature russe, pour la culture russe. Et c'est absolument cela, on ne peut pas le contester, parce que lui, comme ses collègues, il comprenait très bien
cela. Zaïtsev disait oui, que c'était ses collègues écrivains, ses confrères, et il comprenait qu'il n'y avait pas d'autre choix, et il comprenait que, au moins temporairement, il fallait quitter la Russie. Et Bounine l'a prouvé. Donc, je réponds à votre question par mon livre, qui a été longtemps interdit par ce livre de Bounine, vous savez, qui a été interdit en Union soviétique, Les Jours maudits. C'est un livre terrible, il y a tellement de vérité là-dedans. Et il faut dire que ce livre a été publié en Union soviétique à la fin de la perestroïka seulement. Mais je dois dire que ce livre a été également interdit en France. La traduction est sortie en France juste après sa sortie en Union soviétique. D'abord, elle est sortie aux Pays-Baltes. Donc, ces souvenirs de Bounine ont été publiés. Il était déjà à l'époque lauréat du prix Nobel. Et donc, tout ce qui n'était pas politiquement correct pour certains, tout ça a été éliminé. Donc, vous voyez, et je dois dire que avant l'obtention du prix Nobel, il avait publié 2 livres, Village et Monsieur de San Francisco. Ce n'étaient pas des chefs-d'œuvre. Et ensuite, après le prix Nobel, donc on a vu cette censure. Et puis, quand il a été reconnu dans sa patrie, ça a changé. Mais son cas n'est pas unique. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Je pourrais donner beaucoup d'autres exemples parce que les faits, vous savez, sont têtus. Mais néanmoins, ce qu'il a écrit en exil en France, c'est un vrai exploit. Pourquoi? Parce que quand on vit dans un autre pays, dans un autre environnement linguistique, il avait peu de lecteurs. Il y avait des émigrés qui achetaient leurs livres, mais il y avait des émigrés qui travaillaient comme taxi, qui travaillaient à l'usine, Renault, Citroën, Billancourt. Oui, ces livres étaient achetés, mais les tirages n'étaient pas énormes. Donc, c'est un vrai géant, Bounine. Et donc, tous ces meilleurs livres, Les Jours maudits, Coup de soleil, Amour de Mitya, ce que j'ai vu quand j'ai lu ces livres, bon, je les ai lus en russe, j'avais 15 ans et j'ai adoré l'amour de Mitya, son approche de l'amour, c'est un grand thème chez Bounine et j'ai été frappée par cela. Donc, je répète, il n'y a pas que lui, mais lui aussi, il a écrit ses meilleurs livres en exil. Et Boris Zaïtsev a aussi écrit ses meilleurs livres en exil. Remizov a aussi écrit ses meilleurs livres en exil. Merezhkovsky, pareil. Et Balmont est devenu un grand poète comme Georges Ivanov grâce à l'exil. Et cela a déjà été prouvé. Je pourrais en citer d'autres. Et Chmelov aussi a écrit ses meilleurs livres en exil. Monsieur au restaurant, par exemple, Monsieur du restaurant, et aussi son autre roman, alors son livre, voilà, Mort au soleil, que j'ai édité en français, ça a été un esclandre. On m'a reproché cela. Soleil des morts, Soleil des morts. Voilà, Soleil des morts. Et je dois dire, et c'est ma thèse, Bounine a invité Chmelov à Grasse lorsque Chmilov, Ivan Chmelov, était en train d'écrire son roman Soleil des morts. Et cela a incité Bounine à utiliser ses notes et à écrire Les Jours maudits. Donc il y a un lien entre ces 2 livres qui sont géniaux.
qui raconte l'histoire de la guerre civile, de ces jours horribles. Et ensuite, bon, ils ont eu d'autres rapports, mais ce n'est pas important. Néanmoins, Bounine, en tant que propriétaire terrien, en tant qu'aristocrate, a invité ses collègues. Et Boris Zaïtsev venait souvent le voir. Il a vécu chez lui à la Villa Belvédère et Boris m'en a parlé. Et il y a eu beaucoup d'autres qui ont visité Bounine, qui ont habité chez Bounine. Et cela est important. Il y a eu Zourov et il y a eu un autre personnage, Nicolas Rochine, qui a vécu là, écrivain médiocre, un peu pique-assiette, qui a vécu là, qui faisait suivre Bounine. Et avant la guerre, à la veille de la guerre, il est devenu communiste français, membre du Parti communiste français, et puis ensuite il a pris un passeport soviétique, il est parti, mais après il a compris qu'il avait fait une erreur. Parce que j'ai trouvé des archives sur lui à Moscou et j'ai compris que Nicolas Rochine, qui donc est des Bounines, qu'il a visité, qui a donc voilà ce fond. Et je pense que j'ai répondu à votre question. Bien sûr, il a fait le bon choix, Bounine. Et non pas pour lui, non seulement pour lui, mais pour la littérature russe, pour la culture russe. Parce que tous ceux qui étaient écrivains, artistes, philosophes, ils ont continué à servir la culture russe. Et bien sûr, ils ont pu écrire tout ce qu'ils ont écrit ici. Et donc, ce n'est pas contestable. Merci beaucoup. Comme nous le savons, le 10 décembre 1933, Bounine a reçu le prix Nobel de la part du roi de Suède, Gustave V. Je voudrais vous lire une phrase du communiqué officiel du comité Nobel. Dans son communiqué officiel, le comité Nobel déclare que l'Académie suédoise décide d'attribuer le prix Nobel de littérature à Ivan Bounine pour l'art rigoureux avec lequel il a perpétué les traditions russes classiques de l'écriture en prose. Et ma question suivante est la suivante. Comment l'émigration russe a pris ce prix Nobel attribué à Bounine et comment quel était l'entourage russe de Bounine à l'époque? Ivan Alexeyevitch a aidé beaucoup de personnes, Chmelov, Kouprine et beaucoup d'autres, à venir s'installer en France. Et donc, la dernière partie de cette question, qu'est-ce que Bounine a fait de son prix Nobel? Comment il a utilisé? Merci, Tatiana. Votre question est très juste. Alors, tout le monde, même Merezhkovski, même Guy-Pius, et Kouprine, Chmelov, Boris Zaïtsev, ils étaient tous heureux que leurs collègues, leurs confrères, aient reçu ce prix Nobel de littérature. Il y a eu des critiques, des articles enthousiastes dans la presse russophone. Aldanov a écrit un article, Adamovich a écrit un article. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse élogieux. Ça a été un vrai triomphe pour l'émigration blanche. C'est incontestable. Et puis, Bounine était fidèle à lui-même, vous savez, en ce sens que il était un homme généreux, il était aristocrate sur le plan spirituel. Et il a commencé à distribuer cet argent du prix Nobel. Une autre personne aurait acheté un appartement, une maison.
pour, pour lui-même. Mais Bounine, et c'est bien connu, a commencé à aider tous ceux qui étaient dans le besoin et il a commencé à distribuer cet argent. Et donc, quelques années après, ça s'est épuisé. Il a donné une somme importante à Omereshkovski. Et donc, hélas, surtout après la guerre, quand les mécénats ont disparu, quand il a cessé d'obtenir de l'argent de Masaryk, il avait l'habitude de recevoir 10 000 $ chaque mois. À Belgrade aussi, il a reçu un soutien, un ordre, une décoration. Et vous savez, l'argent, ça fond très vite. Et donc, Bounine, aussi bizarre que ça puisse paraître, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il s'est retrouvé dans le besoin. Et il y a une question ici. Et comment ces écrivains français ont considéré Bounine? Moi, je parle en tant que citoyen français, fonctionnaire français. Vous savez, à l'époque, l'intelligentsia française et les écrivains étaient plutôt pro-soviétiques. Il n'y avait que 2 écrivains qui ont essayé d'aider un peu Bounine. C'est tout à son honneur. Il s'agit de François Mauriac et André Mauroy. Voilà, 2 personnes qui ont essayé de l'aider. Pas seulement Bounine, mais aussi d'autres personnes. Et ils ont été récompensés. Donc, André Gide avait une relation particulière. Quand il est allé en Union soviétique, il a tout compris. Hein. Et puis, ils se sont rencontrés lors de l'occupation, mais les relations n'étaient pas très amicales. Bounine, vous savez, on ne lui a pas pardonné. Les écrivains français qui étaient des amis de Brigue, d'Elsa Triolet, ils ne lui pardonnaient pas le fait d'être en exil en France. Et ce qu'il a écrit, quand il y a eu cette rencontre sur le boulevard Saint-Germain, le 16 février 1924, Bounine a prononcé un discours. Cette rencontre s'intitulait « Mission de l'immigration russe ». C'était extraordinaire, sensationnel. Il y avait Chmelov et d'autres. Sa citation, regarde le monde, tu dois regarder cet exode énorme et comprenez son sens. Il y a des millions d'âmes russes, ces meilleurs représentants qui témoignent que toute la Russie n'accepte pas ce nouveau pouvoir. Et ce mal, ces maux perpétrés par ces occupants, c'est une chute de la Russie, une chute de l'homme. Ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть. Вот. Я сокращаю. Oui, je le fais en abrégé. Cela a été écrit en 1924. Je répète, aucune jalousie n'a eu lieu. Tout le monde l'admirait. Et il a eu beaucoup d'admiration pour le fait d'attribution du prix Nobel. Mais en France, on n'a eu aucune note là-dessus. On n'a pas compris pourquoi un émigré blanc de Russie a obtenu le prix Nobel. Mais puis quand même, il y avait quelques traductions de Bounine, chez Gallimard, dans quelques autres maisons d'édition. Mais cela n'a pas duré longtemps, comme Bounine, il ne se permettait pas de compromis et il restait lui-même. Il faut s'incliner devant Bounine.
Il valait mieux que ça au-dessus de tout ça. Vu le contexte psychologique, il écrivait ce qu'il a pu. Écrire pour la future Russie, personne ne pouvait savoir lorsque ce moment arrive. Quand ce moment puisse arriver. Oui, il était exemplaire et il était un exemple pour beaucoup de personnes. Il l'aidait comme il pouvait. Oui, il a donné presque tout son argent. Il a fait des réceptions à Grasse. Ses invités, lui, buvaient de champagne. Puis avec Galina Kuznetsova. Mais ça, c'est à part. Ouais, je souhaiterais juste préciser un peu sur sa gentillesse. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, Bounine, il a sauvé des musiciens juifs, Lieberman, qui était un exploit du point de vue personnel. Sur la villa Jeannette, c'est sur la route napoléonienne, la route sortie de Grasse. Donc, le propriétaire de ce lieu est mon ami. Et Barak, qui est juif, et Lieberman, Barak, toutes ces années, étant juif, il a été toujours nourri par Bounine. Moi, j'ai des lettres de Bounine qui n'ont pas été publiées. Lui, il n'était pas un parasite dans sa maison, mais quand même un bon ami. Et lorsque les Italiens ont été à côté de Villa de Bounine, et c'était le quartier à côté, c'était le quartier général de Gestapo, les Italiens qui se sont venus, et certainement, il a eu des inquiétudes. Oui, en plus, je rajoute que pendant l'année d'occupation, ces années étaient des années très affamées. Et il restait modeste malgré tous ses exploits. Oui, c'est un grand sujet de sa gentillesse. Il était au-dessus de ça. Il écrivait là-dessus après, mais vers la fin de sa vie. Pour lui, Hitler, Staline, oui, il a mis tout sur le même corbeille. Mais c'est un sujet à part. Après, je pourrais vous donner quelques citations. Juste, c'est en fait reconnu. C'est sa manière, son comportement est aussi un exploit. Il se retrouvait dans le sud parce qu'il a beaucoup aimé. Il adorait Provence. Il adorait Estérel, des Alpes-Maritimes, tout ce panorama. Et je vous assure que la villa Jeannette donne une vue extraordinaire. C'est à 400 mètres d'altitude avec une vue magnifique. Comme je vous ai déjà évoqué, Bounine est un vrai Européen et une personnalité unique. D'autres questions, je vous en prie. Oui, nous nous sommes bien approchés pour ma prochaine question au sujet de Bounine à Grasse. Ma première partie de cette question est comment pensez-vous, quel est le destin de cette villa? Qu'est-ce qu'il en servira après? Est-ce qu'il y aura un musée Bounine après, ou peut-être ce sera un territoire sécurisé ou quand même on pourra la visiter. Beaucoup de personnes souhaiteraient savoir ce qui se passe avec cette villa parce que c'est quand même une partie de notre patrimoine russe en France. Et la deuxième partie de cette question liée également à la villa de Bounine.
Pourriez-vous nous parler un peu du journal intime de Grasse? Merci beaucoup de votre question, c'est très intéressant. Pas beaucoup de personnes le savent, mais Bounine, Vera Morontseva et Van Bounine, ils ont vécu ensemble depuis plus de, pour ne pas vous dire des bêtises, plus de 20 ans à Grasse. D'abord, ils ont habité une maison en Fornelle. Et puis, ils ont habité la villa Belvédère et la villa Jeannette. Ouais, je vous dirai brièvement, il y a plus de 20 ans, une personne russe, professeur de Bordeaux, a acheté cette maison, a acheté cette villa, Villa Belvédère. Il l'a acheté afin d'en faire un musée. Il était professeur, pas un philologue, ce qui est quand même lui fait honneur dans son cas. Son épouse également, professeur de Bordeaux. Ils ont voulu faire quelque chose, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Il a fait quand même un buste, un monument Bounine, en hommage Bounine, donc à côté de cette villa, et il est décédé il y a quelques années. L'année dernière, j'ai rencontré avec sa veuve, Monique Simonova. Elle a plus de 80 ans et elle m'a accueilli dans la Villa Belvédère. Je l'ai fréquentée avant ça, même au début des années 90. La propriétaire, la fille du maire, elle m'a proposé d'acheter cette maison. Et pourquoi j'en avais besoin à cette époque? Pour accueillir des visiteurs et en plus, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'intéressaient à Bounine dans la ville de Grasse. Il y a 2 ans, lorsque le monument à Bounine, érigé par le sculpteur Andrei Kovalchuk, qui a été érigé dans la ville de Grasse, c'est Andrei Kovalchuk qui m'a invité à l'inauguration de ce monument. Et une personne âgée, l'ancien maire de la ville de Grasse, déjà plus de 90 ans, et il me disait, réfléchissez, mesdames, messieurs, lorsque Bounine s'est lui attribué du prix Nobel, le maire de la ville, il a refusé de le féliciter. Mais pourquoi ce n'était pas Gorky qui aurait dû obtenir le prix Nobel, mais un émigré blanc russe qui l'a obtenu? Là, c'était la chaîne russe Rossiya, qui était là-bas parmi les journalistes, et il disait ça à haute voix. Et moi, j'ai essayé d'arranger cette question avec la mairie. Grasse, qu'est-ce que vous avez dans la ville? Le parfum? Et à part ça, mais c'est Bounine. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passera maintenant? On ne sait pas. Cette maison est malheureusement, elle n'est pas dans un bon état. En fait, la personne de ma connaissance de Monaco, il a organisé une rencontre là-bas. Et moi, j'ai vu que, vous voyez, le bureau au premier étage, au rez-de-chaussée, c'était à l'époque une chambre. On ne sait pas si ça sera un musée ou non, on ne sait pas. Je souhaiterais vous rappeler qu'en 1973, pas loin de cette maison, vous voyez, il n'y a pas de route ou accès en voiture ou quoi que ce soit à cette maison. À l'époque, c'est Sergei Lefay qui était là-bas en 1973, Sergei Lefay et moi, qui a donné l'argent pour
pour en fait ériger ce monument-là. Et à l'époque, c'était le consulat de Marseille qui n'avait aucune conversation avec nous, mais il aurait dû être présent quand même en tant que fonctionnaire. Et c'est dans cette maison, Bounine a pris la nouvelle de l'attribution du prix Nobel. Et même aujourd'hui, l'attitude envers Bounine est ambiguë. Vous voyez, en France, mes collègues, en fait, ils ne soutiennent pas beaucoup les écrivains immigrés. Mais les faits sont les faits. Le maire a tout compris. Et moi, j'ai accueilli une dame qui s'occupe de la sculpture. Avant l'épidémie, j'ai amené exprès à Paris les peintures de Petr Milus. C'était le seul écrivain qui avait de très bonnes relations étroites avec Ivan Bounine, qui a fait son portrait. Et en fait, il habitait la même maison, la même rue, et au 5e étage avec lui. Bounine habitait à droite et lui à gauche. Mais j'ai réussi quand même à acheter des chefs-d'œuvre artistiques de Milus à Paris. Ben, certainement, si on parle de musée ou pas, il faut quand même avoir une pub, une promotion. J'ai vraiment des doutes si cette maison se transformera en musée. Idéalement, il faudra faire le musée à la rue Offenbach. Et grâce à l'ambassadeur Rijov, une plaque commémorative décore cette maison. Et j'ai été invitée à cette maison. Je répète que le livre Les Jours maudits, le livre Jours maudits, L'amour de Mitya, Le coup de soleil, La vie d'Arseniev, chef-d'œuvre, La libération de Tolstoï, c'est le meilleur livre sur Tolstoï, Le mémoire, quand même de génie, et des Alexandres. À mon avis, c'est le meilleur livre en fait son approche vers l'érotisme. Je sais que mes collègues, dont Boris Zaïtsev, c'est le seul écrivain qui avait de relations très étroites avec Bounine, parce que Bounine, il a fait sa connaissance à sa future épouse à la maison de Bounine. C'est pour ça il a eu de très bonnes relations amicales entre Bounine et Zaïtsev. Moi, en fait, c'était beaucoup plus compliqué l'histoire. Ici, je le fais brièvement avec plus de simplicité. Et tous ces livres, y compris les Alexandres, je vous assure qu'ils ne pourraient pas les écrire en Russie, en URSS. C'est sans doute. C'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus de Zaïtsev? Ivan Bounine, il a écrit qu'il n'appartient à aucune école littéraire. Et je me permets de rappeler une citation. C'est pas un mot, mais il disait que Bounine, il n'était pas perçu ni réaliste, ni en antique, ni de décadence. Son œuvre a en effet se retrouvé en dehors de l'âge d'argent. Et puis, Boris Zaïtsev, il disait que notre âge d'or de littérature russe était très riche en génie, mais l'âge d'or de la littérature russe était riche en talent et personnes douées.
C'est pourquoi on comprend pourquoi Boris Zaïtsev a parlé de Bounine comme ça. Pourquoi son œuvre, en fait, s'est retrouvée en dehors de l'âge d'argent, parce que il appartient plutôt à l'âge d'or. Et à cet égard, j'ai la question suivante. Comment pensez-vous? Pourrait-on dire que Bounine est revenu en Russie au même niveau dont ce grand écrivain est digne? Oui, c'est très correct, mais je donne quelques précisions pour l'âge d'argent. D'habitude, dans les critiques littéraires, l'histoire de la littérature, on voit des commentaires comme quoi l'âge d'argent s'est terminé en 1921 après la mort, la fusillade de Goumilov. À mon avis, c'était leur choix des écrivains, des poètes, des critiques littéraires, des artistes peintres, des philosophes, des théologues. Et je peux vous prouver et justifier que l'âge d'argent a duré dans l'émigration plus de 30 ans et s'est terminé plutôt vers les années 50. À mon avis, ce sont plutôt des artistes peintres pour qui l'âge d'or a duré plus longtemps possible. Alexandre Benoît, Dobouzinski, beaucoup d'autres. Vous voyez les exemples de ces peintres. Ils n'ont pas eu beaucoup de choix, mais de toute façon, ils ont continué. Et je suis d'accord avec vous et avec Boris Zaïtsev. Nous en avons parlé avec Boris Zaïtsev. Comme moi, j'ai été son secrétaire, son assistant. J'ai été chez lui plusieurs fois par semaine. Mais vous voyez, j'ai été la première personne à l'époque. Et Boris Zaïtsev avait plus de 90 ans. Et moi, j'ai fait une lettre en russe de Nice et je lui ai envoyé cette lettre. Il ne comprenait pas d'où j'ai apparu. Eux, ils ont tous plutôt de l'autre côté, si vous voulez. Bounine, il avait, c'est un cas très rare, deux retours dans sa patrie. La première fois, c'est à la fin du dégel de Khrouchtchev. Il commençait à être édité et publié. Les journaux disent oui, certainement pas, et plusieurs récits des allées sombres, ils n'ont pas encore vu le jour. Mais j'ai quand même 5 volumes, un recueil de 5 volumes de ses œuvres littéraires. Je l'ai. Et le deuxième retour, c'est la fin des années 80, lié à l'époque de Perestroïka. Parmi mes amis, il y avait 2 spécialistes en Bounine avec qui j'ai rencontré en 1968. Donc, je les ai connus en 1968, il y a longtemps, il y a 52 ans, hein, si je ne m'abuse, et c'était difficile parce que Boris Zaïtsev m'a demandé donc de transmettre le livre aussi à Tchoukovsky. Tchoukovsky était important en tant que critique littéraire, écrivain pour enfants, et je connaissais tout le monde. Et donc, j'ai des récits de Babarek avec ses inscriptions et mes collègues. Et quand il est venu pour la première et la dernière fois en France, en 86, 87, on s'est rencontrés, il m'a demandé pardon, mais je lui dis, je ne suis pas Dieu. Mais je lui ai rendu service. Il voulait aller
rue Boissière et je l'ai accompagné. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Et puis, après, j'ai rencontré Thérèse Yelkin, etc. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il comprenait très bien qui était qui. Et à la fin du dégel, finalement, les jours maudits ont été publiés, je l'ai déjà dit. Et on a publié les œuvres complètes. Mais un petit détail. Dans les années 1970, 100e anniversaire de la naissance, Bakachine, critique d'art, s'est adressé à Boris Zaïtsev, à Adamovitch. Pourriez-vous écrire quelque chose sur Bounine gratuitement? Boris a écrit, Adamovitch a écrit aussi, Kadrianskaya a écrit aussi, etc. Et à la fin, ces 2 tomes que j'ai chez moi, j'ai une inscription de Barek et Mikhalov et donc le 100e anniversaire de Vladimir Ilitch de Tom est publié en 1973. Et Adamovitch, heureusement, avant de partir, a eu le temps de publier ce qu'il avait envoyé gratuitement. Mais c'est un petit détail, mais c'est assez remarquable et représentatif. Et bien sûr, à la fin de la perestroïka, on a commencé à publier Bounine et ses tirages énormes. J'ai tous ces livres, vous savez, je suis bibliophile. J'ai toutes les éditions des Jours maudits. J'ai calculé les tirages. Environ 1 million d'exemplaires, 950 000 exemplaires. Donc, ce n'est pas un retour, c'est un triomphe. Et à la fin, Bounine a occupé la place qu'il aurait dû occuper et qui lui appartient. Et malheureusement, beaucoup de ses contemporains nous ont déjà quittés. Mais il vaut mieux tard que jamais. C'est la sagesse populaire. Monsieur Guerra, je voudrais donc conclure par une citation d'un poème de Bounine. Comme nous le savons, Bounine était un poète remarquable. Et je ne parle même pas de ses poésies d'amour. C'est étonnant. Cette personne qui a vécu la révolution, l'exil, la vie dans un pays étranger, il comprend bien qu'il ne pourra pas revenir. Il y a la Deuxième Guerre mondiale qui arrive, la faim, la maladie. Mais en même temps, cette personne, cet écrivain, n'a pas perdu son âme, sa finesse de l'âme. Et bon, il est toujours resté un bel homme, hein. Il était vraiment un bel homme, mais il n'a pas perdu sa beauté intérieure qui en fait qui est représentée par sa force humaine, sa beauté, sa spiritualité. Et je voudrais dire, pour conclure, je voudrais citer sa poésie qu'il a écrite en 1889, qui a été publiée dans le recueil Chute des feuilles, qui avait été publié en 1901 et en 1903, ce recueil avait reçu le prix Pouchkine. Juste trois phrases. Même ayant un sincère désir, nul ne peut comprendre toute la profondeur de la souffrance d'autrui. Voilà par quoi je voudrais conclure ma partie, ma discussion avec vous et vous remercier de votre récit passionnant et très chaleureux, parce qu'on voit, on comprend à quel point ce sujet vous est proche. Et je passe la parole à Constantin Mikhailovitch. Merci, Tatiana. Je reprends la parole. J'ai quelques questions que je voudrais dire. Première question.
de Ivan. Je voudrais saluer mon cher ami, Monsieur Guerra. Il a dit aussi qu'il voulait dire juste deux mots de ce musée. Je propose de faire cela après avoir répondu aux autres questions. Donc après, on donnera la parole à Ivan. Ensuite, Nadejda. Je ne vois pas le nom. Elle demande de parler plus en détail du journal de grâce et concernant vos impressions concernant les rencontres avec elle. Merci, Nadejda Kondakova. Merci à elle pour sa question. En fait, justement, il y a des choses dont je n'ai pas eu le temps de parler de Galina Kuznetsova, la grande. Un jour, c'était en 1970, il y a un demi-siècle, Boris Zaïtsev m'a dit « Je vous conseille, René, de rencontrer Galina Kuznetsova. » Et je l'ai écouté. Il m'a écrit une lettre de recommandation et il a demandé à Odoyevtseva et puis j'ai pris ma voiture et je suis allée à Munich où elle habitait avec la sœur d'un ami de Bounine, Fyodor Stepun. J'ai été accueillie de manière chaleureuse et bien sûr, j'avais déjà lu avant le journal de grâce. Et ensuite, je leur ai rendu visite. Ils ont dit des choses très intéressantes. J'ai été frappée par leur attitude envers Vera Bounina. Ce n'était pas facile. Mais je pense, et je ne suis pas le seul, que son livre, Journal de grâce, en tenant compte de sa position, c'était un chef-d'œuvre. Ça a été écrit avec tant de tact. Et de temps en temps, je relis son journal et je dis tout de suite, j'ai le texte complet. Elle n'a publié que la moitié. J'ai le texte complet. Ces lettres d'amour à Bounine, je les ai. Bounine lui a rendu ses lettres et ils se sont séparés à cause de Marga. Et j'ai tout cela dans mes archives. Et je n'ai pas encore lu ces lettres. Il faut tenir compte de mon attitude envers Galina. Donc, le journal de grâce, c'est un souvenir parce que Galina, comme Ivan Bounine, elle adorait en fait le sud, le midi de la France. Et grâce à Bounine, elle s'y est retrouvée grâce à Goffman. Et ils se sont connus. Et après la guerre, Bounine aussi a vécu à cet hôtel. Et donc, vous savez, bien sûr, c'était pas facile. Leur relation n'était pas facile. Galina était extraordinaire. Elle a dit, elle l'appelait Yann. Donc, elle disait, si Yann avait besoin d'une muse, je le comprends. Et Galina a laissé ce livre unique. Et ça n'a pas été facile d'écrire ce livre. Ce livre est très précieux. Et elle est écrivaine, elle est poète. C'était une bonne poétesse. Elle a introduit dans la poésie russe des notes sentant la Provence. Son recueil s'appelle Jardin d'Olivier. Et vraiment, je suis en admiration devant elle. Je lui suis très reconnaissant pour son attention, pour son attitude. Et je lui ai rendu visite plusieurs fois à Munich. Pendant plusieurs années de suite, on a eu de longues conversations. Et ces conversations se passaient d'abord devant Marga. Elle était très bienveillante envers moi. Et je leur suis très reconnaissant à toutes les deux. Et c'est un sujet énorme. Et vous savez, j'ai écrit
un livre, un article pour un recueil qui doit sortir en Russie. Cet article est consacré à Kuznetsova et c'est mon devoir de mémoire. Je lui suis très reconnaissant. J'ai parlé de sa prose, de ses poésies. Ça m'a pris plusieurs jours. J'ai employé beaucoup de tact parce que ce sujet est compliqué et j'ai beaucoup de livres avec ces inscriptions. Elle m'a offert des livres. J'ai des livres de Zaïtsev qui lui avait appartenu et toutes ces inscriptions sont très intéressantes. Elle a été en contact avec ma professeure et ma mère spirituelle. C'est un signe du destin, on peut dire. Et je pense que certains pensent que j'invente tout cela, mais non, pas du tout. La vie est beaucoup plus intéressante qu'un roman, vous savez. Merci beaucoup. C'est une réponse très détaillée. Il est important de rappeler que M. Guéra a écrit plus de 400 articles, plus de 40 monographies. Question suivante de Sergei Gavriluka. Quelle est votre opinion sur Bounine et Nabokov? Merci, une bonne question. Ces relations n'étaient pas simples. Ils n'étaient pas amis, si je comprends bien. Après la mort de Nabokov, j'ai passé une journée avec sa veuve. Elle m'a bien accueilli et j'étais frappée de voir que la veuve connaissait les poésies de Tirapian, de Dostoïevski. Elle avait plus de 80 ans. Et c'est difficile, ça prendra longtemps de parler de cela. Pourquoi est-ce que ces relations n'étaient pas très proches? Ces personnalités étaient deux personnalités différentes, deux géants de la littérature russe. Je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas. Je ne me suis pas occupée de cela. Je n'étais pas très intéressée par cela. Donc, je ne peux pas répondre. Mais le fait est que, bon, Bounine avait beaucoup de tact envers Nabokov. Nabokov était plus jeune. Ils n'étaient pas des ennemis, mais ce n'étaient pas non plus des amis, d'après ce que j'en sais. Mais c'était leur droit. Monsieur Guéra, Galina Ovchinnikova demande la chose suivante. Je suis contente de vous rencontrer grâce au Centre de Russie pour la culture. Nous avons organisé une rencontre avec vous pour des étudiants qui a laissé beaucoup de traces. Et ensuite, on a visité Yasnaya Polana, où en 1897, Bounine est allé pour visiter Léon Tolstoï. À Efremov, il y a un musée consacré à Bounine. Nous vous invitons chez nous et nous serons ravis de vous rencontrer. Et je vous remercie le Centre de Russie pour ce cycle de rencontres et vos archives sont très riches, même si on fait des cycles à distance. Beaucoup d'étudiants, d'élèves, de doctorants vous écoutent avec enthousiasme, avec admiration. Merci. J'aime beaucoup Toula et je me souviens de cette rencontre. Merci. Marie Mikhailova, en tant que bibliophile, de quel de quel volume parlez-vous? 9 tomes sont sortis. J'ai ces 9 tomes à Paris. Et les 5 volumes sont de couleur bleue. En fait, non, c'est 7 tomes. C'est Twardowski qui a écrit une introduction. Mais je répète,
Ces tomes sont derrière moi, dans cette armoire. Tout ça, c'est Bounine, vous voyez, derrière moi. Ces œuvres complètes. Vous savez, à Petropolis, il y a le premier et le deuxième tome, et le 9e tome, c'est les Jours maudits. C'est le seul livre où il y a eu 50 ou 100 exemplaires à la demande de Bounine. Et Bounine a fait une correction donc des Jours maudits à la fin de sa vie. Et j'ai justement ces livres-là. Секунду. Илина, к сожалению, не вижу точно фамилии. Elina, une question. Y avait-il des amitiés de Bounine avec d'autres, avec des Français, des écrivains ou d'autres Français? Alors, j'ai déjà parlé des écrivains français. Je parle de ceux que je connaissais. On ne m'a jamais invité pour intervenir à la Sorbonne ou à l'INALCO sur Bounine, ou sur Zaïtsev, pardon. Donc, c'était exclu. Je dois dire que je suis fier du fait que je suis le premier en 1975 qui a commencé à donner des conférences sur Chmelov, Zaïtsev, Remizov. Ça a été un scandale parce que les collègues communistes demandaient que ça cesse. J'étais persécuté, mais heureusement, à l'époque, le doyen, c'était François de Labriole qui m'a soutenu. Sa thèse était consacrée à Krylov, la fontaine russe. Et après, il est devenu recteur et il m'a soutenu. Bien sûr, il n'était pas communiste, parlons franchement. Et ses collègues, la liste de ces noms, je les ai transmis, je les ai indiqués dans la revue Pensée russe. Donc, je répète, je parle par exemple de Boris Konstantinich, qui était un ami. Lui, il était en contact avec des Français. Il parlait bien français. Et il y a, selon certaines légendes, Bounine avait des traductions. Alors, j'ai un portrait que j'ai acheté il y a 30 ans, réalisé par un artiste français. Et là, alors, je vais voir. Et il doit être ici. И там он, вот, я читаю по-французски. Je lis en français. 1935, Bounine a écrit en français à cet artiste. Ce portrait a été fait à Grasse. Qui m'a ouvert un refuge en cet exil, en séjour d'épouvante, lorsque notre misérable pays gît là-bas, vraiment accablé sous toutes les plaies d'Égypte. Ivan Bounine, Alpes-Maritimes, 1935. Комментарий. Вот. Ну, я не буду переводить, я сделал перевод, это опубликовано. Чему я говорю? Pourquoi je l'ai cité? Pas beaucoup de personnes s'y intéressaient. Moi, je fréquentais mes amis, des officiers de l'armée blanche ou de l'armée rouge. Les concierges, elles m'ont posé la question, mais pourquoi vous allez chez ces officiers blancs? D'abord, ils ont été bien accueillis. Et puis, lors de la crise mondiale, après 1928, tout a beaucoup changé envers les premiers émigrés, envers cette immigration blanche. Pour cette raison, il n'y avait pas beaucoup de contacts. Vous voyez, Annenkov, qui est décédé en 1972, il n'a pas été invité à prendre la parole, même vu le fait qu'ils ont proposé leur intervention gratuitement.
parce que au niveau politique, ce n'était pas acceptable. Ils n'ont pas trahi leur patrie, mais vous voyez, ce n'était pas bien compris qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas. Ma réponse était indirecte. C'était Elena Levina. L'autre question est posée par Marina Mikhailova. Est-ce qu'on peut espérer que le texte complet du journal de grâce sera publié? Ouais, vous voyez, moi, si je me libère un peu, j'espère bien. Je ne peux pas répondre parce que je l'ai à Paris tout d'abord. C'est le texte intégral, le texte complet du journal de grâce. Il faut que je le trouve, il faut que j'ouvre le texte complet que j'ai. Mais vous voyez, depuis 45 ans, je ne l'ai pas ouvert. Vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est leur vie privée. À grâce, il y a des difficultés. Mais ce que je peux vous dire, Galina Nikolaevna Kuznetsova, elle comprenait que pour elle, elle a eu la chance de rencontrer Ivan Bunin. Et son comportement était très, très correct. Et Vera Bunina également, elle comprenait que Bunin a besoin de Galina. Et comme moi, je suis ici plutôt comme le témoin de l'époque. Les deux dames étaient très délicates. Moi, de mon côté, je dois être délicat aussi. Dans ces conditions, je dois montrer la même délicatesse que comme Galina était à l'époque. Mais on espère quand même qu'on aura encore des découvertes. Anne-Marie Polo, elle donne ses commentaires. Lorsqu'il était un jeune étudiant. Merci pour cette conférence passionnante. Et donc, c'est Anne-Marie Polo. Большое спасибо, господин Гера, за то, что вы... Ну, это было давно, так что это простительно. Спасибо господину Гера, с которым мы встречались почти полвека назад, когда он был молодым студентом. C'est la traduction du message de Anne-Marie Polo. Марина Сенченкова, прошу прощения, задает следующий вопрос. Вернее, дает сначала следующий комментарий. Также хочу поблагодарить со своей стороны за столь интересную... De mon côté, je souhaiterais remercier M. Guerra pour cette rencontre très intéressante. J'enseigne à l'Université d'État de Moscou. À mon avis, votre arrivée serait un grand événement pour nos enseignants, mais aussi pour nos étudiants. Cordialement, Marina Senchenkova. Moi, je ne suis pas de l'université la dame n'était pas de l'université de l'université de Moscou, mais de l'université linguistique de Moscou. Et vous voyez, moi, j'ai été un stagiaire à l'université d'État de Moscou. Et vous voyez, moi, j'ai été renvoyée en France, mais pas pour l'espionnage, mais parce que j'étais un adhérent de Zaitsev. Nous travaillons déjà depuis presque 1 heure et demie. Est-ce que vous avez eu des contacts avec l'association des Amis de Bunin à Grasse? Est-ce que c'est vrai qu'à partir de 2016, cette association ne fonctionne plus? Ce que je peux vous dire. Moi, j'ai eu de très bonnes relations avec Simona, la personne qui a créé cette association. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes sûr que Bunin, il a voulu être ami avec vous?
Et moi, parmi les membres de l'association, je ne vous donne pas son nom de famille, mais il m'apparaissait, cette personne, elle était pour moi un peu douteuse de viande. Et moi, je ne leur dis pas comme un ultimatum, mais soit c'est lui, soit c'est moi. Et il a fait des dénonciations. Un ex-citoyen soviétique. Pour cette raison, donc, après ces dénonciations, je pris la décision de ne pas appartenir aux membres de cette association. Je crois, je ne sais pas si pendant la vie de Shimonov ou après sa mort, cette association n'existe plus, je crois. Mais moi, j'ai de très bonnes relations avec sa veuve. Elle est professeure retraitée, mais je ne pourrais pas vous dire si elle existe ou pas, cette association actuellement. Je sais que notre modératrice, Tatiana Barisheva, elle a aussi une question à son adresse électronique. Moi, j'ai une question de la part de ma collègue de Moscou, admirateur de l'œuvre de Bounin. C'est la question simple et compliquée à la fois. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans la poésie lyrique de Bounin? Les allées sombres, je pourrais vous dire à 100% que ce n'est pas un chef-d'œuvre du XXe siècle, mais du XXIe siècle. Son approche au sujet compliqué, il a avancé son temps. On y voit l'érotisme aussi. Et en fait, on nous a demandé d'enlever quelques phrases dans ces récits. Mais vous voyez, l'amour de Mitya au début de l'émigration, mais dans les allées sombres, il a dépassé soi-même. Quelques personnes, elles ont pu réfléchir que c'est la vie d'Arseniev, qui était comme ça, mais les allées sombres, quand même, c'est de lui. Mais c'est uniquement Bounin qui a pu écrire de cette manière. Et à la fin de sa vie, dans la Villa Jeannette, dans un contexte affreux, pendant l'occupation, la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée de Hitler en France, cette œuvre a vu le jour dans ce contexte affreux. Moi, je suis toujours étonnée et impressionnée. Et malheureusement, moi, je crois qu'il n'a pas inclus tout ce qu'il voulait dans ce recueil qui a été édité à la fin de sa vie. Mais je répète que on peut suivre son chemin littéraire de l'amour de Mitya vers les allées sombres. C'est la personne gigantesque. Et il disait lui-même que lui, il n'appartenait pas à l'âge d'argent, peut-être l'âge d'or, mais je crois même plus, à un niveau plus élevé. Et vous voyez, il comprenait qu'à l'époque, personne n'avait besoin de ces livres. Oui, il comprenait qu'il serait prévu de sa patrie pour longtemps. Oui, certainement, il est hors du temps et hors de l'espace. Les personnes, ce n'était pas juste le respect de la part de ses collègues ou de tous, mais vraiment une appréciation. Boris Zaïtsev et Ivan Bounin, en fait, ils se sont séparés vers la fin de sa vie en raison du régime soviétique. Ici, je ne suis pas devant vous comme un philologue, comme un critique d'art, mais comme un vrai témoin de leur vie privée.
la seule personne qui connaissait tout son environnement. Par exemple, Ladora Bounine, Berberova, elle n'est pas si simple. Mais vous voyez, j'ai des livres avec Berberova. Elle a demandé Bounine pour avoir son retour. Elle a supplié, elle a supplié. Vous voyez le livre dont je vous ai parlé, Bounine en peignoir de chambre, ce n'est pas bien. Même si elle a vu à la fin de sa vie, vous voyez, si comme vous venez chez moi et vous voyez une poussière sur la table, c'est la même chose que vous venez chez moi, vous quand même me respectez. Barak aussi, un homme assez intelligent qui était un bon ami de moi à l'époque. Mais de toute façon, il était dans quelque sorte un parasite ou cassiette chez lui parce qu'il a vécu pendant 4 ans chez lui. Mais c'est un sujet à part, je ne veux pas en parler. Mais le plus important, que Bounine a réussi quand même à écrire dans ce contexte. Vous voyez, comme je vous ai déjà évoqué, les allées sombres, il était au-dessus de tout ce qui s'est passé. Vous avez parlé, vous avez déjà parlé que vous parlez de Bounine comme vous, en tant que témoin de l'époque. On a une dame qui s'appelle Elena et qui s'adresse à vous comme René Julianovic. Mon père est Julian, donc pour moi, avec un nom patronymique, je suis en effet René Julianovic. S'il faut avoir un nom patronymique, c'est bon. Vous avez rencontré personnellement Galina Kuznetsova et Margot Stepan, et vous avez des lettres de Bounine. Et quels sont vos projets à l'égard de l'œuvre de Bounine? Est-ce que vous avez des projets pour publier un livre uniquement sur Bounine, mais aussi les impressions des gens qui l'ont connu en publiant les documents sur cet écrivain? Mais vous voyez, moi, je suis seule. Je suis auteur de plus de 40 ouvrages. Moi, je prépare également l'édition de nouveaux livres, mais vous voyez, moi, je suis seule. Si vous voulez, je peux dire que je voudrais aussi profiter un peu de ma vie, à part. Svetlana Melnik, l'une de vos étudiantes, elle vous pose aussi la question que l'on a déjà posée. Est-ce qu'il existe l'association des amis de Bounine? En tant que je sache, non. Vladimir Sokolov. Bonsoir à tous les invités, tous les participants et les organisateurs. J'étais à Grasse il y a plusieurs années. On a réussi à peine trouver des lieux liés à Bounine. Mais vous voyez, le bureau de l'office de tourisme, il n'était pas au courant des lieux de Bounine, à mon avis. Il vaut mieux quand même de leur proposer l'itinéraire l'itinéraire, si vous voulez, des lieux de Bounine sur une carte touristique. Mais vous voyez, moi, je connais très bien. Là, pour l'instant, eux, ils ne pensent pas beaucoup à Bounine. Qu'est-ce qu'il a fait ici dans les années 30 et puis pendant la guerre? Pourquoi elle n'était pas en Union soviétique? Vous voyez? En effet, maintenant,
On l'ignore quand même. Heureusement, grâce à notre sculpteur russe Kovalchuk, on a le monument à Bounine. Il n'est pas au centre de la ville, il est à côté de la bibliothèque, mais quand... Oui, c'est vrai, le monument est caché. On ne le voit pas tout de suite. On a 2 personnes qui nous ont demandé à prendre la parole, mais si vous n'êtes pas contre, d'habitude, on ne le fait pas, mais vous êtes directeur, c'est à vous de prendre la décision. Et donc, je voudrais donner la parole à Ivan Gisaoulov. On commence par Ivan Gisaoulov. René, bonjour. Bonsoir. Je crois que vous serez intéressé de voir le livre auquel vous êtes directement lié. Vous voyez, de l'amour, interprétation radicale. Grâce au lien, à la référence que vous m'avez donnée, pourquoi je montre ce livre-là actuellement? Je tiens à remercier le Centre de Russie pour les sciences et la culture pour cette occasion. Pourquoi je montre ce livre? Parce que c'est le premier livre en philologie depuis 100 ans qui est publié dans la langue aimée par Bounine. Donc, et je crois que grâce à vous, on pourra publier le recueil de récits, un grand recueil de récits et toutes les œuvres littéraires de Bounine, préparées à l'aide de ma mère spirituelle et enseignante Taubert et Mikhail Spartakovitch qui a pris part. Certainement, nous avons voulu que ce livre se retrouve au musée de Bounine, mais malheureusement, même à Moscou, on n'a pas de musée Ivan Bounine. Moi, j'ai fait pas mal de sollicitations afin qu'il apparaisse. Peut-être vous serez un exemple pour eux. Moi, je suis au courant de tout. Mais quand même, on a des musées à Voronezh, à Yelets. Oui, moi, je serai à la chaîne Cultura. Je participerai au programme d'Igor Volgin, la poésie de Bounine. Et mes salutations à Igor, à notre bon ami. Merci beaucoup. Bon courage. Je tiens à remercier René Yulianovitch et tous les participants qui se sont intéressés, qui ont envie d'intérêt envers cette rencontre. Je crois qu'on va mettre un point de suspension afin que vous ayez une envie pour les prochaines rencontres. Je crois que la collection que M. Guerra possède sera impossible de retrouver nulle part ailleurs. Je crois que nous avons très bien démarré, malgré la distance de 1000 km entre nous. Mais à distance, de toute façon, on n'a pas de complications techniques ou autres. Et on a réussi à avoir une très bonne conversation sur le meilleur écrivain et poète du XXe siècle. Je vous en remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir.